Donc moi, je m'appelle Chloé Massa, je suis responsable de BPGEPS animation à l'IRSS à Angers. Et puis Léa se présentera un peu plus tout à l'heure au moment de discuter de son métier d'animatrice. Donc cette visio, elle est divisée en 3 parties. On va d'abord présenter ce que c'est que l'animation, ce que c'est que le métier d'animateur et d'animatrice. Ensuite, on fera le point avec Léa à la fois sur son parcours, sur son métier, et puis sur les conseils qu'elle peut donner à celles et ceux qui souhaiteraient devenir animateurs ou animatrices. Et enfin, on terminera cette visio sur un point sur ce qui peut mener au métier d'animateur ou d'animatrice professionnelle, et notamment le BPGEPS ASEC, le nouveau diplôme qui permet de devenir animateur ou animatrice. Alors, qu'est-ce que l'animation? Rapidement, il y a une phrase qu'on aime beaucoup utiliser dans le métier, on dit souvent que animer, c'est donner vie. C'est la racine du mot animateur, animatrice. Animer, c'est avant tout ce qu'on en voit, c'est concevoir des activités qui permettent aux participants de passer un bon moment ensemble, mais aussi de grandir. On se fixe des objectifs quand on construit des animations. Animer, c'est aussi, il y a tout un aspect accompagnement et un aspect humain. On prend en compte l'humain dans sa globalité, qu'on travaille avec des enfants, des adultes, des seniors, des personnes en situation de handicap. On a vraiment cet objectif d'accompagner et de guider la personne sur son parcours de vie. Et donc avec cette idée de développer un lien social. Quand on est animateur ou animatrice, on travaille avec un collectif. On travaille pas en tête-à-tête avec un individu, mais bien avec un individu qui fait partie d'un groupe. Et ça, c'est une force pour nous. On anime bien un groupe d'individus dans un quartier, dans une résidence, dans une structure, dans un accueil collectif de mineurs. On est face à un groupe. Quand on est animateur ou animatrice, il y a une expression qu'on utilise souvent, c'est l'expression du pouvoir d'agir. Un animateur ou une animatrice, c'est quelqu'un qui est moteur pour le groupe, pour les individus qui composent le groupe. C'est quelqu'un qui, par sa posture, par son dynamisme, donne envie d'agir, donne envie de monter des projets, de s'exprimer, de se positionner. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans un parcours d'animateur ou d'animatrice. Et enfin, ça va avec tous les points qu'on vient de citer. On peut pas être animateur ou animatrice si on n'a pas envie de transmettre certaines valeurs. Quand on fait ce métier-là, on se positionne, on parle de citoyenneté, de respect, d'inclusion, et on œuvre un petit peu dans l'intérêt de tout à chacun. On dit souvent que l'éducation populaire, c'est l'éducation de tous, pour tous, vraiment avec cette idée d'améliorer la société dans laquelle on vit. Être animateur ou animatrice, c'est un métier qui a multiples facettes. Le quotidien d'un animateur ou d'une animatrice, il est rarement le même. Léa nous parlera du sien, mais d'une journée à l'autre, on peut avoir des tâches très variées. Ce qui compose la plus grande partie du temps d'un animateur ou d'une animatrice, c'est la construction de projets d'animation, d'activités, en se fixant des objectifs, dans le but de faire grandir les participants, de développer des liens, de transmettre certaines valeurs. Et puis une fois qu'on les a construites, ces animations, de les animer et puis de les évaluer, de savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, de se fixer de nouveaux objectifs, puis de recommencer. Évidemment, une autre mission de l'animateur ou de l'animatrice, c'est même la mission première, c'est avant tout la sécurité de son public, mais pas que la sécurité physique, aussi le bien-être. Et donc ça passe par accompagner le public, les participants dans leurs projets, dans leur vie quotidienne, dans leurs ambitions. Quand on est animateur ou animatrice, on peut travailler dans différentes structures. Alors celles qu'on a plus ou moins toutes et tous en tête, ce sont les accueils collectifs de mineurs. Donc les accueils collectifs de mineurs, il y en a différents types. On va avoir par exemple les accueils de loisirs qu'on appelait avant les centres de loisirs ou centres aérés. On va avoir les accueils périscolaires, les accueils de jeunes, les séjours de vacances. Mais un animateur ou une animatrice peut aussi travailler dans d'autres types de structures, comme les maisons de quartier, les centres sociaux. Là, on va être plutôt sur une animation de territoire, une animation avec un public adulte ou famille. On peut aussi travailler dans des structures médico-sociales, on peut travailler en EHPAD, on peut être animateur en résidence autonome, on peut être animateur en lieu de vie pour personnes en situation de handicap.
Et puis on peut aussi être animateur ou animatrice dans des structures, plus culturelles, par exemple, dans des musées, dans une cité de la science, avec, cette idée de transmission peut-être de savoir. Et on peut aussi être animateur ou animatrice, dans des structures de vacances ou des structures de loisirs. Voilà pour la partie rapide, présentation du métier d'animateur ou d'animatrice. On a la chance donc d'accueillir, Léa aujourd'hui qui va vraiment pouvoir se présenter. Bonjour Léa, merci d'être là. Bonjour. Léa, est-ce que tu peux, te présenter en quelques mots et nous dire, un petit peu qui tu es? Léa Crestin, je suis animatrice socioculturelle. J'ai fait un parcours auprès de l'IRSS pour pouvoir avoir ce métier. Et puis j'ai fait différentes structures, donc je pense que je vais vous en parler dans pas longtemps. Bah, merci Léa. Alors la 1re question que je voudrais te poser, si tu devais, raconter ton parcours en 3 grandes étapes, en 3 étapes majeures, quelles seraient ces étapes? Eh bien, je te dirais qu'il y a déjà eu, la première phase, c'était de trouver ce que je voulais faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont dans le même cas que j'ai été il y a quelques années et de se dire, suite à un parcours scolaire classique, on va dire, très général, qu'est-ce qu'on fait derrière? C'était peut-être la première phase. La deuxième, c'était de se dire: «On se jette dans le bain et on file à l'IRSS et on va faire une prépa sport» et on essaye de se dire: «Bah, est-ce que finalement je peux pas avoir un avenir là-dedans?» Finalement si. Et donc la troisième, c'est de passer de cette formation au métier que j'ai aujourd'hui d'animatrice, et de pouvoir, évoluer et avancer, avec mes convictions, avec, des structures différentes, voilà, dans un contexte plutôt agréable. Du coup, tu parles de te jeter dans le bain. Qu'est-ce qui t'a donné envie, de devenir animatrice, de t'engager dans ce parcours-là? Moi, je suis cavalière de base et j'ai toujours été, très proche des enfants qui montaient à cheval, ce genre de choses, donc le lien avec l'enfant était établi depuis longtemps. Ça, il y avait pas de souci. Et puis, dans l'année de mes 17 ans, je suis partie en colo, en tant que non diplômée, donc je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais j'avais aucun diplôme. Et je suis partie là-dedans. J'ai dit: «En fait, je me fiche complètement d'être rémunérée ou pas. J'y vais et advienne que pourra» et au final, ça m'a bien plu et puis au fur et à mesure, ils avaient encore besoin de moi et puis j'étais spécialiste de mon activité, donc ça aide aussi et de fil en aiguille, les choses, se sont faites un petit peu comme ça, avec le temps, avec l'envie et puis la passion de l'animal au début et puis la passion un petit peu de l'enfant finalement et puis de tout ce milieu-là. Et est-ce que, peut-être dans cette colo ou à un autre moment, est-ce qu'il y a une rencontre marquante où il y a eu un déclic? Le déclic, je dirais qu'il est arrivé plus après. Disons que pendant cette colo, alors qui s'est répercuté sur plusieurs années, hein, je l'ai dû faire 3 ou 4 ans d'affilée, un truc comme ça. Je pense que c'était après, vraiment la prépa sport à l'IRSS là, qui m'a vraiment permis de me rendre compte que, le métier d'animateur est un métier. Voilà, j'en avais, aucune connaissance à ce moment-là et donc ça m'a aidée à y voir plus clair. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que c'est connaissant ton parcours, ça doit faire écho aussi en toi. J'ai parlé rapidement d'éducation populaire quand j'ai présenté le métier d'animateur ou d'animatrice. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, faire de l'animation en éducation populaire, Léa? Et ben, tout à l'heure, tu nous parlais de différentes structures d'accueil possibles. Moi, je te dirais que l'éducation populaire, c'est oui, OK, pourquoi pas différentes structures, mais c'est surtout pour tout le monde. Donc, voilà, les petits, les grands, ceux qui ont des difficultés ou pas, voilà, un petit peu tout le monde. Par tous aussi, je dirais. Donc ça veut dire que tous les animateurs, peuvent donner, voilà, peu importe leur particularité à eux. J'ai récemment, pendant les vacances dernières, admettons, j'ai travaillé avec un animateur qui était lui-même en situation de handicap, Gilles de la Tourette, donc un costaud quand même, mais il s'en sort très, très bien et il y a aucun souci. Je pense que c'est la beauté de l'animation d'aujourd'hui. Et puis avec tous, donc avec tous les partenaires qu'on peut imaginer. L'idée, c'est de faire en sorte que ce soit de bons moments à vivre. Alors j'ai prévu une 2e partie de questions, Léa, un peu plus sur ton métier et sur le quotidien, d'animatrice. Est-ce que tu serais d'accord pour nous parler d'une journée type dans ton métier d'animatrice? Oui, bien sûr, une journée type. Ouais, il y en a pas, hein. Il y en a pas, il y en a pas. Une journée type, on va dire qu'on a, allez, 3 grosses catégories. On va dire la catégorie quand on est en période, scolaire, donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
où là, pour le coup, on peut être en coupé, on peut, travailler sur, peut-être une partie administrative un petit peu plus, élaborer des projets, ce genre de choses. Le mercredi, en accueil de loisirs, où là, pour le coup, c'est la journée non-stop et c'est, tout l'aspect quotidien avec les enfants. C'est, de l'accueil du matin, en passant par le petit déjeuner, en passant par les activités, le déjeuner et cetera. Donc c'est tout aussi sympathique comme moment et puis après, il y a l'aspect vacances pour le coup, où on part en séjour ou pas. Voilà, il y a différentes possibilités, mais globalement, je te dirais bien qu'il y a pas trop de journées types et que, elles ne se ressemblent pas tellement finalement ces journées d'animateur. OK, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a un type de public, je sais que tu as travaillé avec différents publics, est-ce qu'il y a un type de public, avec lequel tu préfères animer? Déjà, dans la formation, on est amené à travailler avec quand même pas mal de publics différents, ce qui nous permet aussi, nous, de faire un choix quand on est diplômé et de voilà, vers quelle structure s'orienter. Moi, ça a toujours été les enfants et je pense que ce sera pendant très longtemps encore les enfants. Plus ou moins grands, je sors d'une bonne période de travail, auprès d'adolescents, sans situation particulière en fait, simplement des jeunes, d'une commune qui viennent s'éclater en fait, faire des activités et cetera. Ou alors dans mon poste, encore plus récent avec des petits, du coup. Donc là, maternelle, primaire. Donc de 3 à 18 ans, tu choisis pas? Allez, les ados quand même, on peut faire d'autres choses. OK. Et bah, justement, peut-être avec des ados, peut-être pas. Est-ce que tu as une anecdote, à nous partager qui résumerait, ton quotidien d'animatrice? L'anecdote, j'ai envie de te dire, tu parles de créer du lien et cetera. Tu parlais d'un rôle particulier tout à l'heure, il me semble. Je pense qu'avec mon poste là, je travaille dans des écoles notamment et en fait, c'est un truc de fou d'arriver dans une école et les enfants te hurlent ton prénom, ils viennent te voir et en fait, le lien, il est créé, quoi. Le lien, il est là, ils te racontent leur vie, ils te racontent ce qui se passe dans leur situation plus ou moins simple et en fait, c'est ça, c'est c'est un peu ce que tu notes, quoi, c'est du vivant, quoi. On est là, on est authentique, eux, ils te lancent tout ce qu'ils ont à te lancer. Donc ouais, je pense que ça, c'est des petites anecdotes qui sont plutôt sympas, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'une épaule, d'écoute et ben, en fait, on est là et on partage beaucoup de choses. Et je suppose que ça, ce sont des moments, dans lesquels tu dois te sentir, fière. Est-ce qu'il y a des moments particuliers où tu te sens plutôt fière du métier que tu fais? À l'inverse, est-ce qu'il y a des moments, où il y a plutôt des défis à relever dans ton métier d'animatrice? Ouais, alors, là, forcément, tu es fière parce que ça veut dire que tu as donné bonne impression aux enfants, qu'ils aiment ce que tu fais et cetera. On parlait de projets tout à l'heure, très vaguement, mais voilà, j'ai pu monter des projets avec des jeunes. C'est juste incroyable, quand tu montes un projet, voilà, avec des loulous là qui sont pas du tout autonomes au début et qui finissent par tout faire de A à Z sur, un séjour d'une semaine, un autofinancement, voilà, ça te rend très, très fière. De te dire que tu as réussi en fait à les emmener jusqu'où tu voulais aller dès le début, donc c'est très agréable et d'un autre côté, ce que je te dirais bien, c'est que alors c'est un petit peu les 2 celui-ci, mais quand un enfant ose te dire qu'il n'aime pas, qu'il n'a pas aimé ce qu'il a fait. Admettons, tu lui proposes une activité et à la fin de l'activité, il te dit qu'il a pas aimé. Alors tu es fier d'un côté parce que tu te dis: «Ça y est, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense et cetera», ça c'est top. En revanche, tu te dis: «Waouh, s'il a réussi à le dire, c'est que j'ai excusez-moi du vocabulaire, j'ai merdé quelque part. Donc l'animation, c'est aussi ça, je pense. Enfin, toi qui as été animatrice, je pense que tu le sais très bien, mais pour le coup, ouais, c'est se planter, c'est faire des erreurs, c'est recommencer et c'est cyclique, en fait. Tu essayes, si tu y arrives pas, oui, non, allez, on recommence, on adapte et cetera et cetera. C'est une belle définition, je pense, du métier, d'animatrice. On parlait tout à l'heure un petit peu des différents publics avec lesquels tu as travaillé. Donc toi, tu as été amenée à travailler plutôt en accueil collectif de mineurs avec des enfants ou des adolescents. Est-ce que tu as eu l'impression de créer du lien? Est-ce qu'il y a eu, peut-être du lien entre les générations? Comment tu te situes par rapport à cet objectif-là du métier d'animatrice? Disons qu'aujourd'hui, on a la possibilité, je le disais tout à l'heure, on a quand même beaucoup de possibilités de partenaires. Il y a des maisons de quartier, il y a des EHPAD, il y a des associations, il y a plein de choses aujourd'hui, plein de partenaires possibles et moi, j'ai fait, ouais, des actions, type, intergénérationnelles, donc faire rencontrer les enfants et les personnes, d'un EHPAD, faire rencontrer des adolescents et les personnes d'un club, association en fait, de bridge c'était donc c'est un jeu de cartes en fait, un petit peu compliqué donc nous on n'avait pas
pas fait ça exactement, mais ouais, créer du lien comme ça, créer des animations, parents-enfants ou parents-ados, ce genre de choses. Enfin, c'est compliqué de te donner quelque chose de précis parce qu'il y a vraiment une multitude de choses à faire. Bah, c'est déjà bien complet, merci. Alors si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de ton parcours de formation. Qu'est-ce que tu as suivi exactement comme formation, pour devenir animatrice? Je sors d'un bac scientifique, rien à voir. J'ai fait d'autres petites choses après entre-temps et puis j'ai commencé par la prépa sport, j'en ai parlé tout à l'heure, dans l'idée de me dire: «Est-ce que c'est réellement un métier qui peut me plaire ou pas?» dans le sport ou dans l'animation, à voir. Donc ça et ensuite j'ai fait un BPGEPS APT-LTP. Donc moi c'est l'ancienne version. C'est un biqualifiant qui permet d'être, d'une part éducateur sportif et d'autre part animateur socioculturel. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté? Est-ce que, au-delà peut-être des compétences techniques, de la partie éducatrice, sportive, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette formation dans ton parcours d'anime? Eh ben, je vais même pas te parler professionnellement, je vais te parler personnellement. Je pense qu'elle m'a apporté beaucoup sur moi. Cette connaissance de soi, se dire que, bah, en fait, tout simplement, on est dans une formation, donc on a des échéances. Comment est-ce qu'on gère le stress? Comment on s'organise? Comment on fonctionne? Qu'est-ce qu'on aime faire ou pas faire? Est-ce qu'on aime travailler dans l'urgence ou pas? Je me suis rendu compte que finalement, j'aimais bien quand c'était carré, quoi. Donc voilà, plus sur moi-même, je dirais. Ça m'a appris des choses sur moi. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des compétences ou des savoirs, peut-être cette notion d'organisation que tu remets en pratique dans ton métier? Bah, oui, 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 mais c'est tous les jours ça, c'est de l'organisation, le maître mot, je vais pas te l'apprendre, mais le maître mot, c'est l'adaptation. C'est, se retrouver dans différentes situations et se dire, «OK, c'était pas prévu. Oui, j'étais organisée. Oui, j'ai anticipé, peut-être pas assez des fois, mais je m'adapte à différentes situations» et puis, quand même, je pense que c'est important de le souligner, mais la connaissance des publics. Moi qui jongle un petit peu entre les petits, les moyens, les grands, primaire enfin, maternelle pardon, primaire et collégiens, lycéens, le fait d'avoir, voilà, une bonne connaissance des publics de par, les acquis de formation, hein, tout simplement, ça aide pas mal quand même. Dans les formations, BPGEPS, quelles qu'elles soient, en général, on est amené à construire, pas mal de projets, que ce soit, en formation, en structure d'alternance. Est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu aurais réalisé pendant ta formation ou dans ta structure qui t'aurait peut-être marqué? J'ai eu, comment dire? L'opportunité, on va dire ça comme ça, mais en fin de compte, c'est moi qui me l'a su créer. J'ai dû monter un cycle, donc plusieurs séances d'activité qui normalement n'avaient pas de but précis. En fait, moi, j'ai décidé d'en faire un vrai projet, qui était une journée octobre rose. C'est très personnel, ça n'a strictement rien à voir avec le côté professionnel pour cet objectif-là, mais j'ai décidé d'en découler sur un cycle, sur, plein de choses donc bah, tout simplement, hein, octobre rose, voilà, des animations uniquement sur le thème rose, avec une rose des sables, avec, une rose des vents, avec, un flamant rose, ce genre de choses et puis, une journée aux couleurs roses, donc un accueil de loisirs entièrement rose, des animateurs, des enfants, des enseignants qui avaient joué le jeu, habillés en rose, un menu qui avait été, préparé en corrélation avec la chef cuisinière, uniquement rose, donc voilà. Je pense que, c'est une manière de enfin, c'était un projet qui me tenait à cœur pour des raisons personnelles plutôt évidentes, je pense. Et voilà, c'est aussi l'animation, ça permet de sensibiliser en fait, les enfants. Donc au début, ils comprenaient pas trop pourquoi rose et puis quand on explique, mine de rien, les langues se délient, on en discute et c'est plutôt chouette. Ouais, c'est un Je suis un très un fière d'avoir projet, réussi à faire ça. porteur de sens. Bah, merci de nous l'avoir partagé. J'ai une dernière question sur l'aspect formation, alors qui concerne pas ton passé, qui concerne, plutôt l'actualité. Aujourd'hui, tu es plus en formation BPGEPS, c'est fini, tu es Non. diplômée. Est-ce que tu continues à te former aujourd'hui? Alors, j'ai pour idée de me former davantage, ça c'est sûr et certain. Comme tu le sais, je pense que le fait d'être présent lors de certifications, lors de jurys, pour des BP, j'en ai fait récemment là, le fait d'aller voir un petit peu ce que font les nouveaux, animateurs, avec mon recul du coup de quelques années quand même de BPGEPS, je pense que c'est très formateur mine de rien de voir un peu ce qui se passe De autour. garder une veille finalement? Ouais, 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 c'est ça, de toujours voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et de se dire, voilà, il y a des choses à prendre, d'autres non, donc ça, voilà. Et puis me former, alors on se forme toujours un petit peu, je pense et je pense que c'est une bonne chose sur l'aspect sécurité du travail, sur, les gestes quotidiens, les gestes qui sauvent et cetera.
Et puis, bah, moi à venir, comme tu le sais, je pense peut-être passer, le diplôme du dessus, un jour. Voilà. OK, on en discutera tout à l'heure des Oui, oui. formations qui peut y avoir après. Bon, comme on est sur une visio sur le métier de d'animatrice ou d'animateur, si tu veux bien, j'ai prévu un petit jeu. Je pense que ça c'est quand même assez révélateur de qui on est quand on est, animateur ou animatrice. Je te propose de te dire si l'animation était je te donne un mot et tu réponds du tac au tac ce à quoi ça te fait penser. Est-ce que tu es OK? Oui. OK. On y va. Alors, si l'animation était une ville, pour toi, qu'est-ce que ce serait? Angers. Pourquoi? Parce qu'il fait super bon vivre à Angers et l'animation, il fait bon vivre en animation, ça se passe bien. OK. Si l'animation était une couleur, ce serait? Le bleu, je regarde par ma fenêtre, le bleu, le ciel, c'est infini, on peut faire plein de choses. Merci. Si l'animation était une émotion, ce serait? La volonté, l'envie d'avancer toujours, voilà, pas rester sur ses acquis, essayer d'avancer d'une manière ou d'une autre. OK. Un peu plus personnel cette fois, si l'animation était un film, qu'est-ce que ce serait? Bah, tu vas pas connaître. Bah, c'est pas C'est grave. un film, sur l'équitation, ça s'appelle Japlou. C'est Si? l'histoire de Pierre Durand, et Japlou, son cheval, qui, ont été aux Jeux olympiques à plusieurs reprises et en fait, bah, ils ont subi un échec terrible, et finalement, ils ont réussi par y arriver. Ça se finit bien. J'aime bien les histoires comme ça se finit bien, c'est cool. Ils se finissent bien. Ouais, OK. mon idée, c'est Une toujours, aller de l'avant. Bah, oui, ça va bien avec le métier. Une petite Ouais. dernière, si l'animation était une qualité humaine, qu'est-ce que ce serait? La bienveillance, l'humanité, le fait de vouloir faire bien et pour les autres. OK. Je t'en pose une qui englobe un peu tout. Si tu avais un super pouvoir, en tant qu'animatrice, qu'est-ce que ce serait? Un budget, un OK, budget un peu plus large. OK. Merci d'avoir joué le jeu. On termine, cette interview, Léa, avec, quelques conseils, pour l'avenir. Qu'est-ce que tu donnerais comme, conseil à quelqu'un qui veut devenir, animateur ou animatrice professionnelle? Je dirais de se former déjà, c'est important, de partir sur des bases, solides, saines, voilà, avec, des vrais acquis de formation, ça c'est clair. Donc faut se former. Je lui dirais de pas se mettre de barrières, tu vois? L'aspect, trop de cadres, des fois tue le cadre, mine de rien, faut essayer de sortir des sentiers battus, voilà, je le disais, hein, avancer, coûte que coûte au final, faut tester des choses, faut essayer et puis, prendre du plaisir, hein? Quand on est, enfin moi perso avec les petits loulous, c'est clair, c'est que du bonheur, quoi. Un Donc, métier faut y aller. passion. Ouais, un beau métier passion, ouais. Et alors si, certaines, suivent ton conseil et rentrent en formation, quand ils commencent Ouais. leur formation, quel conseil tu leur donnerais? C'est très dense, hein, comme formation. Moi, j'ai vécu un biqualifiant en plus, donc, je dirais de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Il y a énormément d'informations, moi, j'ai noté beaucoup, 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 beaucoup tout ce qui était dit, les jeux, les propositions, les envies des camarades aussi, voilà, on c'est une formation pour adultes, mais c'est vraiment un esprit, très sympathique. Donc, ouais, prendre les idées, les envies des autres. Il y a une bonne ambiance, ça c'est clair, mais voilà, Faut on n'est garder le pas là cap. pour rien, faut bosser quand même, quoi. OK. Si je te demande, pour toi, comme ça là, 3 atouts, pour bien vivre, le métier d'animateur ou d'animatrice, qu'est-ce qui te viendrait en tête? 3 peut-être qualités à avoir pour être animateur ou pour être animatrice? Être volontaire, je le disais tout à l'heure, l'envie de voilà, d'aller plus loin, d'approfondir, de se renouveler, être volontaire, avoir de l'envie, être dynamique. Il y en a des animateurs qui sont plutôt très calmes et cetera, pardon. Ouais, je pense être dynamique, impulser en fait, avoir cette volonté, cette volonté d'impulser des choses et puis je pense que la dernière, j'ai beau chercher, mais il y en a qu'une qui me vient en tête, c'est être l'adaptabilité quoi. Le fait de s'adapter en permanence, on a prévu une activité dehors, il fait moche et ben, ouais, on trouve une autre solution. Eh bien, pour finir sur cette interview, Léa, je te propose de nous dire, où tu te vois dans quelques années. Est-ce que tu as un rêve, un projet en tête?
Comment tu vois la suite de ton parcours d'animatrice? Bah, ça fait quelques années maintenant, si je compte bien, ça fait quasiment 10 ans que j'ai commencé l'animation. Donc l'idée, c'est peut-être, de passer en direction, passer à la tête d'un accueil de loisirs. Une direction pleine ou alors, là, je le disais tout à l'heure, j'ai envie de me former davantage pour pouvoir justement, obtenir un poste, à plus de responsabilités, on va dire. Donc j'ai envie de passer un DEGEPS, ça s'appelle. Ce qui me permettrait d'avoir un poste soit de directeur d'accueil de loisirs, soit peut-être, un poste de coordonnateur sur, de l'enfance, de la jeunesse. On va rester dans les avec les petits et les plus grands. Mais voilà. Donc tu te vois toujours dans le secteur de l'animation? Oui, 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 oui. Je j'ai pas trop envie d'en sortir. Il y a un autre truc, si tu me permets, il y a un truc aussi auquel je pense là, le fait de former les autres. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait d'être jury. Ça me plaît bien de voir ce que donnent les nouveaux petits jeunes, on va dire, qui sont en BPGEPS. Je pense que ça me plairait aussi d'intervenir, auprès d'eux directement en formation, de leur apporter un petit peu de mon expérience et puis, de contribuer à les former en fait, pour avoir de super collègues, à l'arrivée, quoi. Merci pour tes réponses, à nos questions. Je vais rentrer un peu plus dans les détails justement du parcours qu'on peut avoir, pour devenir animateur ou animatrice professionnelle. Donc, si tu veux rebondir, Léa, n'hésite pas. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Pas de souci, je t'en prie. Alors, justement, comment devenir animatrice ou animateur professionnel? Pour faire de l'animation, son métier, il faut déjà faire la distinction entre l'animation volontaire et l'animation professionnelle. L'animation volontaire, c'est l'animation occasionnelle. C'est l'animation saisonnière, c'est celle qu'on peut exercer avec un BAFA ou un BAFD. Normalement, un BAFA ou un BAFD nous permettent d'exercer l'animation 80 jours par an, donc en contrat d'engagement éducatif, en CE, mais ne sont pas des diplômes professionnels permettant d'en faire son métier. Ça peut être une première porte d'entrée, en tout cas pour l'animation enfance. Il existe maintenant aussi le BAPAGE pour l'animation senior, qui est le même principe que le BAFA. Mais si après une première expérience, on souhaite se professionnaliser et donc rentrer dans l'animation professionnelle, il faut absolument se former avec soit un diplôme d'État, soit un diplôme universitaire. Je reviendrai après, tout à l'heure sur la diapo d'après sur les diplômes d'État. Les diplômes universitaires qui permettent de se professionnaliser comme animateur ou comme animatrice ou qui donnent accès à certaines équivalences. On a donc le CAP petite enfance, certains bacs pro, notamment des bacs pro des métiers de l'animation, les DUT carrière et sociale, donc post-bac, et des licences pro de l'animation. Pour la partie précisément des diplômes d'État, ce qu'on appelle les diplômes jeunesse et sport et éducation populaire, voilà un tableau qui récapitule un petit peu les différents diplômes qu'on peut être amené à trouver quand on veut devenir un professionnel ou une professionnelle de l'animation. Le premier diplôme de niveau 3, c'est le CQP d'animateur ou d'animatrice périscolaire. C'est un diplôme qui permet d'acquérir les bases pour animer des activités dans un cadre périscolaire. Périscolaire, c'est donc le cadre qui entoure l'école avant, après, la pause méridienne. C'est donc un diplôme qui prépare à travailler dans un cadre, d'accueil collectif de mineurs ou dans un cadre scolaire, en tout cas avec des enfants. On peut après aussi passer un CPGEPS, animation activité de la vie quotidienne, donc de niveau 3 aussi, qui permet de développer des compétences générales en animation et notamment très solides en animation de la vie quotidienne, et qui nous permettent ensuite d'intervenir, en enfance, en jeunesse ou en animation socio-culturelle. Si on veut être un peu plus technicien, et un peu plus, spécialisé en termes d'activité cette fois-ci, on peut passer à un BPGEPS d'animation socio-éducative ou culturelle, dit ASEC. C'est vrai que c'est un diplôme de niveau 4 qui permet là de travailler vraiment la notion de gestion de projet, de conception, de conduite de projet d'animation socio-éducative ou culturelle. Et là, ça ouvre aussi des portes, ça permet d'aller voir d'autres publics et d'aller travailler dans d'autres structures. Après le BPGEPS, si on a envie de prendre un petit peu de recul, c'est ce dont nous parlait Léa tout à l'heure, d'être dans des missions de coordination d'équipe, de direction de structure, de direction de projet. On peut se former avec un DEGEPS, animation socio-éducative, culturelle ou sportive, hein, il en existe aussi. Là, on va vraiment travailler les compétences de coordination, de gestion d'équipe. Et puis après, alors là, carrément au-dessus de niveau 6, si on a envie d'être responsable d'une grosse structure, d'être chef d'un projet à une échelle territoriale,
on peut passer un DES-GEPS. Donc là, on est sur une formation de cadre de l'animation. C'est important de le savoir parce que souvent, quand on n'est pas renseigné, on a tendance à croire que l'animation professionnelle, c'est un secteur un peu bouché, où il y a peu de perspectives d'évolution, peu de perspectives de formation. Il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent après une formation en animation et surtout des perspectives d'évolution tout au long de son parcours professionnel qui sont quand même très variées. Moi, je vais vous parler un petit peu plus là du BPGEPS, le diplôme d'animateur ou d'animatrice professionnelle. En effet, cette année, il y a eu une réforme des diplômes professionnels de l'animation. C'est aussi pour ça qu'on échange aujourd'hui sur ce que c'est que le métier d'animateur ou d'animatrice professionnelle. Donc c'est une réforme ministérielle qui a pour but de réancrer un petit peu ces diplômes professionnels dans les réalités du terrain, de les faire connaître et de les rendre cohérents avec ce qu'on attend après d'un professionnel ou d'une professionnelle. Donc avant la réforme, il y avait jusqu'à aujourd'hui 5 BPGEPS mention animateur, enfin spécialité animateur. Donc on avait 5 BPGEPS, on avait un BPGEPS loisirs tout public qui préparait plutôt à bosser en accueil collectif de mineurs, comme ce qu'a passé Léa, avec notamment une UC de direction permettant de diriger certains accueils collectifs de mineurs. On avait un BPGEPS animation sociale qui avait plutôt une vocation à travailler avec un public en situation de vulnérabilité. Un BPGEPS animation culturelle avec plutôt un objectif de médiation culturelle. Un BPGEPS éducation à l'environnement vers un développement durable et un BPGEPS activité du cirque. Ça faisait beaucoup. Dans l'idée, on était censé pouvoir travailler dans tout type de structure. Dans la réalité, vous vous en doutez bien, c'était assez cloisonné et on se retrouvait parfois à repasser un autre BPGEPS. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul BPGEPS qui est polyvalent, qui prépare à ces différentes spécialités à la fois, surtout qui prépare à travailler avec différents publics, avec tous les publics. L'idée, c'est que quand on sort de ce nouveau BPGEPS, ASEC, on est réellement polyvalent et qu'on peut travailler dans tout type de structure en fonction de ce qui nous intéresse. Donc ce nouveau BPGEPS, le BPGEPS ASEC, c'est un BPGEPS d'animation socio-éducative ou culturelle. Actuellement, tous les organismes de formation sont en train de se faire habiliter, vu que la réforme est en cours. Les premières sessions devraient ouvrir en début d'année. C'est un diplôme qui dure 1 an, qui est donc de niveau 4, et c'est forcément une formation donc en alternance. Alors on parle d'apprentissage ou de statut de stagiaire. Comme tous les diplômes professionnels, on a forcément une partie formation en organisme de formation et une partie en structure dite d'alternance pédagogique. En structure d'alternance pédagogique, pour préparer un BPGEPS d'animation socio-éducative ou culturelle, on peut vraiment choisir tout type de structure. Que ce soit en EHPAD, que ce soit comme Léa, avec des enfants, avec des ados, en maison de quartier, pour une mairie, pour une MFR. On a vraiment la possibilité de travailler avec tout type de public. Et en ce qui concerne les contenus de formation, on est sur une formation polyvalente où effectivement, on va avoir toute une partie de la formation où on va travailler sur les caractéristiques des différents publics, notamment des publics en situation de vulnérabilité. On va avoir une partie de la formation où on va travailler sur la construction d'animations, de projets, où on va se tester aussi, où on va rencontrer, c'est ce que tu disais aussi Léa, des choses, on va rencontrer des intervenants, on va faire du graphe, du hip-hop, on va se questionner qu'est-ce que moi je peux remettre en place avec mon public de seniors, avec mon public d'enfants. Et puis après, on va avoir toute une partie de la formation sur les valeurs aussi, sur l'engagement citoyen, sur l'accompagnement des publics dans la lutte contre les discriminations, la sensibilisation à différentes thématiques, et ça fait écho à ce que tu racontais tout à l'heure, Léa. Alors avec cette réforme des BPGEPS vient aussi de nouveaux prérequis pour entrer en formation. Donc pour entrer en BPGEPS d'animation socio-éducative ou culturelle, il y a 3 prérequis. Le premier, c'est une attestation de 200 heures d'expérience d'animation. Alors ça, c'est très large. Ce qui est important, c'est d'attester qu'on a déjà une première expérience, mais encore une fois, tout public et tout statut. Une expérience de bénévole, comme une expérience de salarié, comme une expérience en mission en service civique, tout peut fonctionner dès l'instant qu'on a fait 200 heures d'animation. Ensuite, un diplôme de premier secours, ça c'est un prérequis inévitable d'être capable d'agir ou d'intervenir en cas d'accident grave. Et puis le troisième prérequis, mais qui est finalement le plus important, c'est d'avoir envie d'animer et que tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure fasse écho chez vous.
Voilà la présentation de ce BPGEPS. Alors, la question de Sandra. Oui. J'ai effectué des stages en EHPAD, mais pas encore 200 heures. Est-ce que les bilans de mes stages pourront justifier les 200 heures? Alors, j'ai pas la situation exacte. Les 200 heures, elles doivent être faites avant l'entrée en formation et en fait même un mois avant, puisque dans une formation jeunesse et sport, donc dans un diplôme professionnel de l'animation, on envoie la liste des apprenants et apprenantes inscrits un mois avant l'entrée en formation. Donc, les 200 heures, elles doivent être faites un mois avant. Maintenant, il faut pas hésiter à chercher aussi dans les expériences qu'on a pu avoir quand on a été peut-être bénévole dans une structure ou qu'on a encadré des fois des groupes lors d'entraînements sportifs dans différents clubs. Mais voilà, la réponse que je peux donner, c'est que peu importe la forme, j'ai envie de dire, que ce soit sur un bilan ou sur un document plus officiel, ce qui est important, c'est d'avoir un document écrit sur lequel il y a écrit: «J'atteste que cette personne a fait tant d'heures, en tant qu'animatrice chez nous», même si c'est stagiaire et cetera. Maintenant, vous pouvez aussi avoir plusieurs attestations qui se complètent les unes et les autres et qui, mis bout à bout, font 200 heures. Ça veut bien dire que même quelqu'un qui, comme moi j'ai été pendant une période animateur non diplômé, il a fait ses heures d'animation et donc il peut tout Tout à à fait fait. prétendre en fait à cette formation. Tout à fait et en fait, l'idée de ce prérequis posé par le ministère, enfin par la réforme, dans le cadre du diplôme, c'était vraiment de s'assurer que vous entrez en formation professionnelle quand vous entrez en BPGEPS et on est bien là sur un parcours pour être animateur ou animatrice professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'engagement derrière, de charge de travail aussi, et l'idée, c'est de pas, tomber de haut ou de pas avoir la surprise: «Ah bah, finalement, j'avais jamais été face à un groupe». J'en parlais au début du diapo, mais l'animation, on est souvent en collectif ou face à un collectif. Ça peut surprendre si et puis ça plaît pas à tout le monde. Soit on adore en général quand on fait ce métier-là, soit on n'adhère pas. L'idée de ces 200 heures, d'expérience, enfin l'attestation de ces 200 heures d'expérience, c'est aussi d'avoir une petite base sur laquelle s'appuyer. Il faut aussi avoir en tête que le BPGEPS, c'est un diplôme en alternance. Ça veut dire que certes, vous allez être accompagné en termes de montée en compétences tout au long de votre parcours. Nous à l'IRSS, on travaille main dans la main avec vos tuteurs et vos tutrices, avec des bilans réguliers, des réunions, des outils de suivi. Ceci étant, dès le premier jour au sein de votre structure, techniquement, vous êtes, en position d'encadrer un public, et cette attestation de 200 heures, elle permet aussi, de s'assurer d'une base sur laquelle s'appuyer pour construire votre parcours professionnel. Nous Oui, avons une autre Célia? question de Sandra. Quelle est la deadline pour s'inscrire? Alors, techniquement, j'ai envie de dire, nous, on envisage, à l'IRSS, sur les différents sites qu'on a, donc on est dans plusieurs villes, on envisage une entrée en formation fin septembre, le 29 septembre et on renvoie à Jeunesse et Sport, c'est ce que je vous disais, la liste des inscrits un mois avant, donc j'ai envie de dire techniquement le 29 août, mais non, en fait. Déjà, il faut savoir que, il y a les prérequis pour entrer en formation, certes, mais si toutefois notre promo est complète, là, cette année à Angers, c'était le cas, hein. On doit organiser des oraux pour nous permettre de sélectionner. On a 25 places par promo. Si on a plus de 25 inscrits, on est obligé de faire un choix et on fait pas un choix à la tête, du client. On a des critères, bien établis et on a un barème, on vous reçoit et on échange sur votre parcours, c'est très normé. Un des premiers critères, c'est, quand est-ce que vous vous êtes inscrit et quand est-ce que vous avez trouvé une structure? Puisque plus vous y êtes pris tôt, plus ça démontre la viabilité, en tout cas la solidité de votre projet. Donc le plus tôt, c'est le mieux. Plus tôt vous vous inscrivez, plus tôt, nous aussi on peut vous accompagner, sachant que vous pouvez aussi vous inscrire en formation, sans avoir trouvé votre structure et nous on peut après, vous solliciter pour des temps de recherche d'emploi, pour vous accompagner sur de la relecture de CV. Alors on ne vous courra pas après, donc ça suppose aussi d'être proactif, de faire les démarches en ligne, de s'inscrire, de passer nous on propose, à l'IRSS, des tests de personnalité. C'est directement dans le notre site internet au moment où vous inscrivez. C'est un outil, assez, utile, notamment dans la recherche de structure. Ça permet de construire un petit peu son projet professionnel, de savoir ce qu'on peut mettre en avant au-delà des mots un peu valises qu'on met, tous et toutes sur le CV, dynamique, responsable et autonome. Mais d'aller vraiment se questionner sur, qui je suis, qu'est-ce qui me motive, avec quel public je peux travailler, pourquoi.
Et ça suppose de s'y prendre rapidement. Donc, en termes de deadline, avant cet été, avant août. Si jamais vous êtes en réflexion sur votre parcours professionnel, la question tout à l'heure de l'inscription, elle est très pertinente. Nous, à l'IRSS, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement de votre parcours professionnel. Ça veut dire que si vous êtes, si vous vous posez des questions, si vous êtes, par exemple, que vous posez des questions sur le diplôme, sur le public, le type de structure avec lequel travailler, faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez tous nos coordonnées qui sont en ligne. Et puis, il faut pas hésiter à faire la démarche de préinscription. Nous, après, on peut vous guider aussi vers des structures partenaires avec lesquelles on travaille. Encore une fois, si vous savez que l'animation, c'est votre parcours professionnel et que c'est ce que vous voulez faire, si là, ce qu'on a évoqué là, si le quotidien de Léa et ses mots très justes et très engagés sur ce qu'on transmet au quotidien quand on est animateur ou animatrice, si ça vous parle et si ça fait écho, faut pas hésiter à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse en discuter. Merci Léa, merci Célia d'avoir joué le jeu toutes les deux de l'interview et de la modération. Et puis Merci bien. à très vite pour les autres, peut-être en entretien.